Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Advocate, le podcast pour découvrir la vraie vie des avocats. Quels sont leurs parcours, leurs activités, mais surtout quel est leur business. Anomia, c'est un cabinet de conseil en stratégie exclusivement dédié aux cabinets d'avocats. Concrètement, ce qu'on fait, c'est de la formation business, du coaching business et des missions de conseil en stratégie au sein des cabinets. Découvrez le parcours de la fondatrice du cabinet Victoire Avocat, Marie-Laure Méolance, une avocate entreprenante, passionnée par son métier et le développement commercial. Dans ce podcast, une tonne de conseils pour créer votre cabinet. Comment est-elle allée chercher ses premiers clients avec son associée et la cofondatrice, Maître Sarah Monroy. Comment a-t-elle utilisé son réseau? Pourquoi a-t-elle créé un podcast en droit social? Et pourquoi et comment ils ont créé ensemble un cabinet d'avocats à mission? Pour aller plus loin, nous avons écrit un guide, 10 étapes à réaliser pour la création d'un cabinet d'avocats, ainsi qu'un article sur les cabinets d'avocats à mission. N'hésitez pas à aller lire ces contenus que vous retrouverez en description. Belle écoute. Alors bonjour Marie-Laure. Bonjour Louis. Bienvenue dans le podcast Advocate, le podcast où l'on parle de la vraie vie des avocats, leur activité, leur business, leurs réussites comme leurs échecs. Ce podcast est produit par Anomia, le cabinet de conseil en stratégie qui accompagne les cabinets d'avocats dans leur développement. Notre objectif, donner aux avocats les moyens de leur ambition. L'idée, c'est pas de parler d'Anomia aujourd'hui, c'est de parler de vous. Donc aujourd'hui, nous accueillons Maître Marie-Laure Méolance, une avocate entreprenante spécialisée en droit social qui accompagne et représente les dirigeants de TPE-PME dans leurs problématiques juridiques. Vous êtes fondatrice du cabinet Victoire Avocat, un cabinet d'avocats à mission, donc vous allez nous en parler plus en détail après. Et vous êtes la créatrice du podcast Droit Devant, un podcast qui rend le droit social plus accessible. Est-ce que je me trompe? Non, vous avez tout juste jusqu'à présent. Vous faites beaucoup de choses et l'idée donc c'est de faire une petite rétrospective de ce que vous avez fait jusqu'alors, de partir dans le détail. La première question c'est toujours la même. Marie-Laure, qui étiez-vous avant de devenir avocate? Merci de me recevoir, Louis. Avant de devenir avocate, je vivais à Paris en tout cas, je vivais dans le sud de la France, où je suis née. C'est là-bas aussi que j'ai intégré l'école des avocats du barreau du Sud-Est. Donc c'est là-bas que j'ai finalisé ma formation d'avocat. Donc je vivais là-bas, dans le sud. J'étais passionnée d'équitation et je passais la majorité de mon temps qui n'était pas dédié à la fac d'Aix-en-Provence dans des centres équestres. Voilà qui j'étais avant de venir à Paris. Et avant d'arriver à Paris. Et pourquoi avoir choisi le droit social du coup? Alors le droit social, c'est une longue histoire en fait. Je suis arrivée en droit, ça résultait d'un petit compromis familial parce que au sein de ma structure familiale, personne n'était avocat et ni même profession libérale. Moi, j'avais des parents qui étaient fonctionnaires, donc voir leur fille s'orienter vers une profession libérale, ils bondissaient pas d'allégresse à l'idée que je m'oriente vers ces études-là. Donc je suis arrivée en droit en négociant sur le fait que eux imaginaient très vraisemblablement que j'allais m'orienter vers des concours administratifs. Donc c'était un petit peu une transaction. Voilà. Et puis finalement, au fil des études, il est devenu clair pour tout le monde que les concours administratifs, ça ne me passionnait pas des masses. Et donc, je me suis orientée vers cette profession à l'issue de plusieurs stages qui m'ont convaincue que c'était là que j'avais envie d'aller. Top. Et du coup, alors, on va direct, je pense, rentrer dans le vif. L'idée, c'est de vraiment partir sur vous, ce que vous avez fait et ce que vous avez mis en place. Vous avez fondé un cabinet qui s'appelle le cabinet Victoire Avocat. Donc, voilà. Vous êtes 12. Oui, on est une douzaine aujourd'hui. Une douzaine. Oui. Pourquoi avoir créé votre cabinet? Et ensuite, on ira dans le détail sur comment vous le managez, qu'est-ce que vous avez mis en place pour trouver du client, etc. Ok. Alors, je l'ai cofondé, ce cabinet. Je l'ai cofondé en 2016 avec une amie qui, initialement, que j'ai rencontrée au cours de mon parcours dans un des cabinets où j'ai été collaboratrice, qui s'appelle Sarah Monroy. Et donc, on se connaissait depuis plusieurs années. On avait été collaboratrice au sein du même cabinet en 2012. Et on a toujours gardé le lien. On est devenus amis suite à cette rencontre professionnelle. Et il se trouve qu'en 2016, alors qu'on était toujours en contact toutes les deux, moi j'ai vécu un épisode un peu désagréable dont j'ai parlé récemment sur LinkedIn et qui m'a fait prendre conscience aussi que j'étais pas la seule finalement à l'avoir vécu. C'est que pour la deuxième fois de ma carrière professionnelle et des collaborations que j'avais pu
au sein desquels j'avais pu évoluer, eh bien, en rentrant de congé maternité, le dirigeant de la structure au sein de laquelle je collaborais m'a annoncé assez brusquement que la collaboration allait se terminer. Voilà, et donc j'étais dans une période de grande vulnérabilité, puisque je rentrais de congé mat, et j'étais un peu démunie. Je me demandais si j'avais à l'époque 8 ans de barreau, donc c'était un peu l'intersection. Je m'étais déjà posé un certain nombre de questions sur le cours qu'allait prendre ma carrière professionnelle. Est-ce que j'allais poursuivre et rester collaboratrice encore au sein de ces structures? Est-ce que j'allais un jour me décider à monter ma propre structure d'exercice? Et puis les interrogations en étaient restées un petit peu là, puisque j'avais eu ces projets familiaux. Et voilà, finalement, en 2016, les choses se sont déroulées plus vite que prévu, puisque à mon retour de congé maternité, comme je te le disais, eh bien, voilà, j'ai compris que en fait, ma présence n'était plus souhaitée au sein de ce cabinet. J'ai passé à ce moment-là, parce que j'étais un peu perdue, quelques entretiens professionnels en me disant je vais rembrayer pour une collaboration. C'était un peu ma zone de confort, c'était le cadre que je connaissais, dans lequel j'avais évolué jusqu'alors. Donc si tu veux, j'ai réembrayé, puis j'ai continué à passer des entretiens à l'issue de cette annonce. En fait, je me suis rendu compte que j'étais plus du tout dans l'état d'esprit que ça nécessitait, c'est-à-dire qu'il y avait trop de choses que je subissais et que j'avais plus envie de cautionner. La culture du présentéisme, notamment, le fait qu'il fallait être là pour montrer qu'on était là. Et ça, c'était un vrai problème pour moi, tu vois. Donc, il y avait ça. Il y avait aussi la délicate gestion des dossiers perso, parce que c'est difficile, quand on a 8 ans de barreau, de cumuler la charge de travail qu'on absorbe de par le cabinet qui nous alimente, et puis le flot de dossiers perso qui commence à se développer. Donc là aussi... Et puis à l'époque, on n'avait pas encore vécu le Covid, donc il y avait tous les sujets de télétravail qu'on n'avait même pas le droit d'aborder. Ah ouais. Et qui, moi, tu vois, étant provinciale, comme je te le disais, j'étais souvent à Marseille, et donc je voyais que c'était absolument inenvisageable qu'on puisse travailler à distance à l'époque. Donc tout ça faisait qu'il y avait trop de contraintes dans cette organisation de collaboration pour moi. Donc, j'ai quand même passé quelques entretiens parce que c'est ce que je connaissais. Et puis, je me suis retrouvée à passer plusieurs rounds d'entretien avec un cabinet avec lequel le processus de recrutement a avancé assez loin. Et jusqu'à ce que j'ai une offre de collaboration en main qui était sur un cabinet prestigieux avec une rétrocession très confortable et que face à l'imminence de la signature de ce document contractuel, je me dise mais en fait j'ai plus du tout envie de ça, quoi. Et là je suis pas en train de le faire pour les bonnes raisons. Donc j'avais la chance à l'époque d'avoir souscrit ce qui, je crois, n'existe plus aujourd'hui, mais c'était une assurance perte de collaboration. Donc j'avais ce truc-là depuis des années et j'ai pu l'activer à ce moment-là. Et ça m'a donné un peu d'air pour me dire, voilà, je me prends les 6 mois couverts par cette assurance pour essayer de voir ce que ça peut donner. J'avais donc cette amie, Sarah, dont je t'ai parlé tout à l'heure, qui à l'époque vivait un peu les mêmes réflexions. On était un peu au même stade des réflexions que moi. Et donc on s'est lancés toutes les deux ensemble dans l'aventure à ce moment-là. Et on a cofondé Victoire. C'était donc en avril 2016. Et donc vous avez commencé que toutes les deux ? On a commencé toutes les deux, exactement. Alors, je vois que Maître Julien Lombard a rejoint ensuite. Exactement. Comment ça s'est passé ? Vous avez d'abord commencé toutes les deux, vous avez recruté du monde. Alors, vous avez on a commencé. Une clientèle de votre gang. Comment vous avez fait tout ça ? Exactement. On a commencé toutes les deux. D'abord, on était sous-locataires dans des bureaux d'avocats au conseil, donc ça a duré quelques mois. Et puis ensuite, on a pris des locaux toutes les deux et on a recruté d'abord des stagiaires. Ensuite, on a eu une de nos premières stagiaires alternantes qui est finalement devenue quelques temps plus tard une des premières collaboratrices du cabinet. Ensuite, on a été rejoints par d'autres avocats. Donc, on a commencé à faire notre chemin comme ça. Et puis, au fil des années, donc Julien est arrivé, je crois, en 2020, parce qu'il était dans un dossier adversaire de ça. Enfin, adversaire. En fait, ils étaient tous les deux sur une session de fonds de commerce. Donc, elle conseillait
le cédant et lui le cessionnaire, et du coup ils se sont connus vraiment par le biais de cette cession de fonds. Et c'est marrant parce qu'ils sont très bien entendus tout de suite, et à l'issue de la vente, eh bien, elle me l'a présenté. Et il est venu, il a été sous-locataire pendant quelques temps, et les choses se sont très bien passées entre nous. Et du coup, il a rejoint l'aventure Victoire début 2021. Génial. Donc voilà comment on a évolué. Aujourd'hui, on est une douzaine au sein du cabinet, en comptant nos 3 alternants et stagiaires. Comment vous avez fait du coup, déjà toutes les deux, et puis aujourd'hui parce que c'est quand même un cabinet qui a l'air de plutôt bien se développer, et vous avez l'air de grandir en 4 ans, être 12, c'est quand même un sacré nombre. Mm-hmm. Comment vous avez fait pour trouver vos premiers clients? Est-ce que vous avez récupéré votre ancienne clientèle de personnel et puis travailler autour de ça? Ou est-ce que vous êtes allé chercher des newbies? Ou est-ce que vous êtes allé contacter, mis en place des choses pour trouver du client en particulier? Ou échange de dossiers avec des confrères? Comment ça s'est passé? Alors, on n'a pas tellement creusé le réseau des confrères. Ce qu'on a fait, c'est que vraiment, Sarah et moi, on adore le développement commercial. Donc, c'est des choses auxquelles on a beaucoup réfléchi et sur lesquelles on a énormément travaillé. Donc, la première chose qu'on a faite, c'est un peu de la palissade, mais en réalité, c'était quand même fort utile. C'est qu'on a sorti une feuille et un crayon chacune, et qu'on s'est installé autour d'une table, et qu'on a fait la liste des gens de nos réseaux respectifs qu'on n'avait peut-être pas encore sollicité, parce que c'est vrai que quand on est collaborateur, moi je me souviens à l'époque, je fuyais les dossiers perso, parce que pour moi c'était une charge de travail supplémentaire qu'il allait falloir que je gère, en plus de l'absorption du flot de dossiers que j'avais déjà via le cabinet. Donc en fait je ne cultivais pas du tout ça. Donc c'est quelque chose que je n'avais pas tellement cultivé pendant ces 8 années. Donc je n'avais jamais fait d'exploitation, enfin de développement ou de travail sur mon réseau. Donc c'est déjà la première chose qu'on a commencé par faire, c'est vraiment activer toutes les pistes, toutes les ramifications, toutes les brèches possibles, qu'on arrivait à identifier. Et au début, on n'avait pas beaucoup de dossiers, mais en tout cas, on avait du temps. Et donc, on a vraiment travaillé là-dessus. On a déjeuné, on a réactivé des pistes, on a bu des cafés, on a vraiment activer tout ça de façon très très active. On était 2, donc je pense que quand on est 2 aussi, il y a un moment, on va vivre une phase down, et en fait, ça va pas forcément correspondre à l'état d'esprit de l'autre. Donc en fait, on va arriver facilement à se remotiver au gré des convenus respectifs. Quand on a monté le cabinet, on n'avait aucun client en fait. Ouais. Alors elle avait quand même quelques dossiers qui venaient parce que ses parents avaient des entreprises à l'époque dans la formation professionnelle. Donc, elle avait quand même quelques dossiers qui venaient par ce canal-là. Mais c'était le cercle familial la concernant, et moi c'était rien du tout. Donc on a vraiment travaillé sur nos réseaux respectifs. Ça a été la première étape. Ensuite, assez rapidement, me concernant, moi j'ai adhéré à un réseau, j'ai rejoint un réseau professionnel d'entrepreneurs. Donc ça a été la deuxième piste, donc pour ne pas le nommer, qui s'appelle le BNI. Dont je suis plus membre aujourd'hui, mais au sein duquel j'ai évolué pendant quand même plusieurs années. Donc il y a eu ça. Il y a eu très tôt, on a suivi les formations du barreau entrepreneurial, qui, je ne sais pas si ça existe encore, mais à l'époque en tout cas, il y avait pas mal de formations sur le barreau entrepreneurial. Et ça a été instructif pour construire nos offres. C'est-à-dire qu'au cours de ces formations, on s'est rendu compte, je me souviens, il y avait un intervenant à l'époque qui nous disait, en fait, le principal obstacle pour les justiciables à l'idée d'aller consulter un avocat, c'est d'abord de ne rien comprendre à ce que vous racontez, parce que vous avez un verbiage qui est complètement spécifique, et donc quand vous faites une démonstration, en fait, un mot sur deux, on ne le comprend pas. Donc ça, c'est la principale objection des justiciables. Voilà, le langage juridique qui est trop élaboré et pas assez clair. Et 2, la politique des honoraires qui est absolument opaque et qui empêche un grand nombre de gens d'aller consulter un avocat, parce qu'ils ont juste très peur qu'il y ait des dépenses qui ne soient pas clairement identifiées. Donc on a vraiment décidé, à l'issue de ces formations du barreau entrepreneurial, de prendre le contre-pied de ces objections
et de vraiment cultiver, de travailler nos offres sur 2 axes, l'accessibilité du droit, l'accessibilité, c'est-à-dire des offres claires, simples et transparentes du point de vue des honoraires. Et on a du coup travaillé sur notre logiciel de facturation. Donc on a pris notre logiciel de facturation, on a complètement audité tous les actes qu'on réalisait. Ben voilà, quand on rédige un règlement intérieur, on y consacre tant d'heures. Quand on rédige un contrat de travail, en moyenne, on y consacre tant d'heures. Alors évidemment, c'est une moyenne. Évidemment, il y a des contrats de travail complexes, au même titre qu'il peut y avoir plus d'allers-retours avec un client. Et du coup, il y a des... On n'avait pas budgété nécessairement, voilà, mais on a essayé d'établir on a essayé de packager des offres en fait, et pour être plus pertinente dans les objections que pouvaient avoir nos clients qui nous disaient mais en fait, ok, vous nous dites que vous nous annoncez un taux horaire, mais concrètement à la fin ça va coûter combien quoi. La question numéro. Ouais. Donc de la transparence, de la clarté sur les offres. Donc voilà, les leviers, c'était ça. C'était travailler sur nos réseaux respectifs qu'on avait déjà mais qu'on n'avait pas activés, intégrer des réseaux d'entrepreneurs, et puis travailler sur des offres claires et accessibles en fait. Top. Et aujourd'hui, c'est toujours le cas. Alors, c'est toujours le cas. L'accessibilité du droit, elle est plus que jamais au cœur de notre ADN, en fait. Ça a commencé comme ça, je t'en parlais, ça a commencé comme ça en 2016, le démarrage de ces réflexions. Mais au fil de l'eau, on s'est rendu compte que ça plaisait beaucoup, que les gens venaient vers nous parce qu'on promeuvait, en fait... ces valeurs-là. Du coup, on est allé complètement au bout du processus d'accessibilité en lançant un podcast ensuite, qui a été le premier podcast en droit du travail lancé par un cabinet d'avocats qui s'appelle Droit devant, le droit du travail innovant, qui existe toujours aujourd'hui, voilà, sur toutes les plateformes d'écoute. Donc, qui est un podcast qui s'adresse majoritairement aux cadres, parce qu'on a identifié que ce support-là marchait bien avec les cadres qui avaient un certain nombre de problématiques. Tu vois, un des derniers épisodes, ça concerne le statut du cadre dirigeant, ça peut être une clause de non-concurrence, comment la négocier, comment obtenir sa dispense. Bon, voilà, donc c'est vraiment des sujets assez pratico-pratiques qui concerne majoritairement les cadres. Donc on a travaillé sur ce support-là qui avant sortait 2 fois par mois et qui maintenant sort 1 fois par mois, qui est aussi un canal d'acquisition de clients et qui existe depuis 2019. Voilà, donc ça fait 3 ans maintenant. Et ensuite on a produit un grand nombre de contenus gratuits. Donc des focus, des zooms sur des arrêts de jurisprudence, sur tel revirement, sur telle disposition légale nouvelle. Voilà, donc on a fait beaucoup de communication sur les réseaux. Et tout ça, ça s'inscrivait dans une vision globale d'accessibilité pour produire du contenu gratuit à destination de nos clients ou de clients potentiels. Et aujourd'hui, l'accessibilité, elle est davantage encore gravée dans l'ADN du cabinet, puisque on est devenu société à mission récemment, en août dernier, et que notre raison d'être, c'est dans un environnement responsable et durable, travailler sur l'accessibilité du droit, c'est-à-dire rendre le droit accessible. Et concrètement, en étant une société à mission, qu'est-ce que vous avez dû... Bon, il y a tout le cadre juridique en amont sur les statuts. Je pense que ça, les avocats le savent plus ou moins. Mais qu'est-ce que, finalement, dans les faits et au jour le jour, vous vivez en termes de contraintes, mais aussi en termes de... je pense que ça revient dans l'idée d'acquisition. Mais quelles sont les contraintes? Est-ce que ça rapporte... parce que c'est aussi ça, c'est... Outre la quête de sens, j'imagine que vous avez derrière et d'envie de faire les choses bien et d'aider... Monsieur tout le monde à comprendre les enjeux dans lesquels vous pouvez les accompagner. Qu'est-ce que ça apporte? Quelles sont les contraintes? Est-ce que c'est compliqué au final, ou est-ce qu'au final c'est quelque chose que n'importe quel cabinet s'il décide de s'y mettre, s'il a envie de se développer vers un chemin comme le vôtre, peut faire relativement facilement? Alors, ça a été, c'est quand même, là on est en plein dedans, c'est-à-dire qu'en fait c'est pas tout de devenir société à mission, mais ensuite tu vas te faire auditer en fait par un OTI, qui est donc un organisme tiers indépendant,
Et cette ODI va te renouveler ou pas, enfin valider ou pas, en fait, ta casquette de société à mission. Le principe étant un peu le name and shame, c'est-à-dire que si tu renouvelles pas ton accréditation à l'issue de ce contrôle, en fait, c'est quand même globalement pas terrible. Donc en fait, si tu le fais et que tu communiques publiquement sur... Voilà, si tu communiques publiquement sur le fait que tu es devenu une société à mission, en fait, tu n'as pas d'autre choix que de te retrousser les manches et vraiment être complètement dans le cadre vertueux que ça suppose, parce que sinon, effectivement, c'est complètement contre-productif. Alors, concrètement, donc, ce qu'il faut, c'est en fait auditer toutes les pratiques du cabinet. Donc, nous, on a lancé une consultation collective parce que c'était aussi une manière d'impliquer les collaborateurs et d'avoir un projet commun. À ce stade du développement du cabinet, on trouvait que ça faisait sens. Nous, on est entouré de gens qui sont, pour la plupart, qui sont tous plus jeunes que nous, hein, soyons clairs. Tu vois, donc ils viennent travailler à vélo, ils ont des gourdes en bambou, ils comprennent pas que tu puisses donner à tes clients des bouteilles en plastique. Enfin, tu vois, tout un tas de choses qui sont des incohérences absolues pour eux. Et il se trouve qu'on a une proximité telle qu'ils nous l'ont expliqué, en fait, qu'il n'y avait pas de sens à poursuivre dans certains comportements. Ce qui nous avait toujours, évidemment, on était sensibilisés à ces sujets-là, mais le fait que les réflexions, la démarche s'inscrive de façon collective, c'était pour nous... c'était mieux qu'un team building, quoi. Tu vois ce que je veux dire ? C'était vraiment un projet commun auquel tout le monde avait envie d'adhérer. Et en fait, on s'est fait dépasser par ce projet qu'on a lancé, en ce sens que les collaborateurs, aujourd'hui, s'impliquent de plus en plus dans le projet, même plusieurs mois après. Et en fait, c'est génial, parce que du coup, c'est les efforts de tous, et on porte tous ensemble un projet commun. Donc ça, c'est super. Ensuite, sur les aspects concrets, c'est pas simple parce qu'en fait, tu vas devoir tout auditer. Donc, nous, au cœur de notre démarche, il y a la lutte contre la pollution numérique. Entre autres choses, évidemment, parce qu'il y a tout un tas de dispositifs. Mais donc, la lutte pour la pollution numérique, c'est quoi ? En gros, tu promeus l'inbox zéro. Donc, tu dois supprimer ou archiver tous tes messages. Apprécier les avocats. Voilà, donc ça. Ensuite, on est en train de migrer sur un dispositif qui nous permet désormais, qui permet à nos clients d'importer directement les pièces jointes volumineuses et d'avoir un accès fermé évidemment, mais avec des codes sur le serveur du cabinet pour qu'ils puissent directement uploader leurs propres documents sans que ça passe par des envois de mails qui soient lourds. Donc ça, c'est le deuxième axe. Ensuite, nous, quand on envoie des pièces... dans la mesure du possible, on fait toutes nos signatures sur DocuSign. Donc voilà, il y a tout un tas de dispositifs qui sont mis en place pour lutter contre la pollution numérique. Mais c'est pas juste un vœu pieux, c'est qu'après, tu as un contrôle de quel était le volume de tes mails envoyés avant versus quel est-il aujourd'hui. Quand tu commandais avant des capsules... typiquement en espresso, quelle était la pollution que représentait. Donc, tu as un site pour ça, en fait, sur lequel tu vas pouvoir faire le bilan de toutes des consommables exactement, versus aujourd'hui, on promeut le vrac, le café en grains, le thé en vrac. Donc, en fait, quel est le delta, quel est l'écart entre ce que tu produisais comme carbone. Il faut s'améliorer tous les 5 ans. Parce qu'une fois que tu auras bien amélioré tout ce côté-là, tu seras arrivé à quelque chose de relativement l'idée, c'est de décroître. Et alors, si tu ne peux pas décroître typiquement sur un axe, tu peux trouver un nouvel axe à rajouter à l'équation qui va te permettre... Dans le choix de tes clients, par exemple, tu peux te dire, certains clients... Je pense qu'à terme, ça ira... Alors, on n'est pas encore là. Là, tu vois, c'est le début de la démarche. Donc déjà, c'est juste mettre en place des choses assez simples et du bon sens. Typiquement, les luminaires, mais aujourd'hui, ce sont des LED. Voilà, tout ce qu'on a pu changer au quotidien. Et comme il y avait beaucoup de travail à faire, évidemment, les économies, là, on a changé les fenêtres pour faire des économies sur le thermique. Donc, il y a pas mal de choses qu'on a pu faire de façon assez rapide et assez simple. Évidemment, comme tu le soulignes, dans les années à venir, plus les efforts vont se poursuivre et plus ce sera dur de faire davantage. Mais il y a tout un tas, il y a aussi les initiatives pro bono qu'on promeut. On travaille gracieusement pour certaines associations, Francisport, Mike Redo Academy. On a mis en place, on est en train de travailler sur un partenariat avec la Cravate Solidaire. Donc la Cravate Solidaire, c'est en fait, tu collectes des vêtements
au sein de tes équipes. Donc là encore, c'est un engagement de tout le monde. Et en fait, l'idée, c'est de collecter des vêtements qui vont permettre à des gens en repositionnement professionnel de pouvoir s'habiller avec les codes des entretiens d'embauche. Donc c'est des vêtements qui ont une utilité pour passer des entretiens. Et ensuite, une fois que tu as recueilli les vêtements, tu aides ces gens en repositionnement professionnel à maîtriser, à essayer de bien se présenter lors d'un entretien d'embauche, d'essayer de répondre de façon claire aux questions qu'un employeur potentiel peut leur poser. Donc, il y a du temps qui est investi comme ça sur ces associations-là. Donc, il y a tout un tas d'initiatives. Et puis après, il y a des choses qu'on a envie de lancer et qu'on n'avait pas initiées au départ. En fait, là, tu vois, on a une collaboratrice qui s'appelle Manon. Ça fait 2 mois qu'elle est en négociation avec un organisme qui fait comment ça s'appelle, les chiens d'aveugle, là, tu sais, de l'assistant. Exactement. Et pour essayer d'avoir un chien qui viendrait au cabinet. C'est elle, en fait, il faut un tuteur à ce chien, donc ça serait elle. Et puis, le chien pourrait investir les locaux. En fait, l'idée, c'est ils ont été dressés pendant quelques temps, pendant 1 an ou 2. Et ensuite, au moment juste avant d'intégrer sa famille définitive, il vient être sociabilisé dans un lieu où il y a du passage. Voilà, exactement. Ça va être sympa pour vous aussi. Ouais, ça va être sympa pour nous, mais tu vois, ça, c'est des idées des collaborateurs qui s'inscrivent dans le projet de base que nous, on a lancé et en fait, qui nous font dire que c'est chouette parce que finalement, on a été dépassés par les initiatives de nos jeunes collaborateurs qui, du coup, se sont emparés de ce sujet à bras-le-corps et on s'est rendu compte que c'était chouette parce qu'on le portait tous ensemble, finalement. Et donc, est-ce que tu as eu, là, parce que ça fait quand même la gestion de tous ces projets, la gestion du cabinet, la gestion du développement commercial, la gestion du podcast, comment tu arrives à organiser tout ça ? Est-ce que tu délègues pas mal de choses ? Est-ce que finalement vous en sortez et vous dites pas on va pas tout le temps chercher du client, mais on va prendre ce temps de souffler et ce temps de travailler tous ensemble sur ce projet commun. Voilà, comment vous organisez à l'échelle du cabinet ? Alors écoute, globalement, on ne peut pas dire qu'on a décidé de s'arrêter parce que là, dernièrement, il y a quelques mois, j'ai intégré un programme avec l'ESSEC. L'ESSEC est financé intégralement par Goldman Sachs. Donc c'est un programme à destination des entrepreneurs qui sont en phase de croissance et qui veulent recevoir l'appui de cet organisme de formation prestigieux pour mettre en place ce qu'on appelle un plan de croissance et qui vont nous permettre d'avoir une démarche encore plus structurée et plus pertinente pour aller démarcher, aller chercher des nouvelles sources d'investissement pour faire croître le cabinet dans les mois à venir. Donc là, je suis en plein dans ce programme de mentoring qui a commencé en septembre. Donc non, on n'a pas du tout décidé de se mettre en stand-by et bien au contraire. Voilà. On est en train de poursuivre les démarches qu'on a mises en place depuis quelques temps. Comment on fait ? Globalement, on essaye et on est extrêmement vigilant sur les collaborateurs qui nous entourent. Parce qu'en fait, on ne le dit pas assez, mais clairement, moi, si je peux me permettre de me focaliser sur la croissance du cabinet aujourd'hui, c'est parce que je suis entourée de gens de talent qui m'aident concrètement à porter le cabinet encore plus loin. Et que en fait, ça, c'est sûr que ça suppose d'avoir des gens qui sont extrêmement compétents, extrêmement fiables. Et si on n'a pas ça, en fait, c'est pas possible de faire de la croissance. Donc, globalement, mon propos, c'est de dire qu'on a de la chance d'être très bien entouré. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on travaille on sait se faire aider. Donc, on a un écosystème de prestats, que ce soit en matière de marketing, en matière de communication. Moi, je ne vais pas forcément avoir le temps. Tu vois, par exemple, le montage du podcast au début. Au début, le podcast, je faisais tout. J'avais envie d'apprendre aussi. Donc, je me suis trouvé les plateformes, Zencastr, pour faire les interviews à distance. J'avais un logiciel qui me permettait de faire le montage. Globalement, c'est un truc que j'avais appris. Tu vois, c'est très consommateur de temps, donc c'était bien de savoir le faire. Maintenant, j'ai un prestat qui m'aide sur le montage. D'ailleurs, on a négocié un partenariat, c'est-à-dire que lui, il peut mettre mes podcasts en ligne sur sa plateforme, en contrepartie de quoi il fait mon montage gratuit. Donc, tu vois, on a réussi, grâce aux liens qu'on a cultivés avec nos réseaux respectifs,
à trouver des solutions pour être très bien entourés de prestats qui nous aident sur la construction de nos offres commerciales. Moi, je travaille avec quelqu'un qui fait toutes les campagnes de référencement sur Google AdWords, parce qu'on fait pas mal de Google AdWords aussi. Voilà, donc on délègue ce qui est délégable, même si on a pris le parti d'essayer de se retrousser les manches au début pour savoir faire. Aujourd'hui, on est dans la phase où on délègue quand même certaines missions, celles qui n'ont pas de valeur ajoutée nous concernant. En fait, vous déléguez, vous gardez toute la production et maintenant, forcément, vous allez garder la production, mais vous essayez de déléguer tout ce qui est market, Exactement. Communication Exactement. Et vous réfléchissez quoi pour la suite? Vous réfléchissez même à lever des fonds ou ce genre de choses ou vous... Alors oui, ça fait partie des réflexions. Sur les projets que je suis en train de développer dans le cadre du plan de croissance de l'ESSEC, il y a aussi une manière de faire de la croissance avec des offres diffusées encore plus largement et à plus grande échelle qui pourraient nécessiter un financement. Donc on va réfléchir à tout ça. Après, ça n'engage pas uniquement moi, puisque voilà, donc il faut qu'on réfléchisse. C'est un travail que vous faites à plusieurs. Oui, exactement. Génial. On a vu un paquet de choses. J'ai l'impression que vous faites plein d'actions marketing et vous avez mis en place une stratégie de contenu qui a l'air très efficace. Nous, on promet beaucoup ça. Vous êtes ce que vous avez, je pense, bien compris, c'est surtout de vous mettre à la place de votre client et c'est de là que vous allez en tirer vos actions et vos réflexions. Et derrière, forcément, un podcast qui parle à vos clients, ça donne envie de vous contacter. Des contenus gratuits, ça donne envie de vous contacter. Ouais. C'est vrai vous faites quand même beaucoup de choses en termes d'expertise. Vous faites du droit du travail, commercial, je vois, droit de la franchise. Mais est-ce que vous arrivez... chaque collaborateur a un peu sa branche. Ou alors, comment vous faites pour, par exemple, je veux communiquer sur du droit du travail, moi je veux communiquer sur... de l'e-sport, comment vous faites pour... Alors, on a un calendrier de publication sur les réseaux, voilà, qui est accessible... Vous êtes bien organisé. Qui est accessible à tous les membres du cabinet. Donc, en fait, on a notre calendrier de publication sur les réseaux colle avec les statistiques d'utilisation des réseaux. Typiquement, on sait que sur LinkedIn, il y a des horaires de publication qui sont prisés, où les publications vont mieux marcher. Et puis, c'est duplicable sur toutes les plateformes. Enfin, je veux dire, Instagram, c'est pas forcément la même chose que LinkedIn, qui n'est pas non plus la même chose que Facebook. Bon, voilà. Donc, en fait, on a les horaires. Donc, ce calendrier est calé. Et puis, chacun s'inscrit. En gros, prend son tour. Exactement. Après, ça peut être remanié s'il y a des actus particulières liées à un département ou liées à un dispositif qui va rentrer en vigueur. Et voilà, quelque chose de brûlant qui fait qu'on bouleverse un peu tout. Mais sinon, globalement, on a un calendrier et chacun se positionne. Là, dernièrement, le podcast, ça a toujours été moi qui l'ai animé, excepté sur les épisodes un peu particuliers de la Société à mission où on a co-animé avec Julien et Sarah, mais sinon, c'est moi qui l'ai animé depuis son lancement au début. Et puis là, j'ai une collaboratrice récemment qui m'a dit... j'aimerais bien, à mon tour, prendre la parole sur le podcast. En fait, je suis très enthousiaste à l'idée que d'autres que moi s'engagent parce que voilà, ça va me libérer de la bande passante, donc c'est très bien et on va voir. Génial. Donc vous organisez pour que chacun puisse parler un peu de ce qu'il fait. Exactement. Et puis après, du coup, j'imagine que de ce fait, vous avez quand même pas mal vous n'avez pas de difficultés de recrutement, peut-être, parce que du coup, vous êtes chez Société à Mission. Il y a des jeunes qui peuvent se lâcher. Ils ont peut-être plus de temps que certains cabinets. Si vous poussez dans ces cas-là, est-ce que vous avez des difficultés pour recruter quand même, ou finalement ce côté-là, vous gagnez peut-être du temps, soit sur de l'acquisition, soit sur du recrutement, soit du management, tout simplement. En fait, sur le recrutement, effectivement, on a la chance d'avoir énormément de collaborateurs, de stagiaires, de profils de qualité qu'on n'avait pas il y a quelques années, soyons clairs. Néanmoins, on arrive... alors, c'est le cas sur les juniors, c'est-à-dire sur les stagiaires et sur les jeunes collaborateurs. Mais c'est plus difficile malgré tout pour les collaborateurs seniors qu'on a cherché à recruter dernièrement, où là, effectivement, on n'a pas trouvé des masses de profils. Donc, on a privilégié l'embauche de collaborateurs juniors ou de collaborateurs qui faisaient suite au stage qu'ils avaient pu faire au cabinet et qui ensuite nous ont rejoints. Mais c'est vrai qu'on a la chance d'avoir beaucoup de candidatures, plus sur des profils juniors. Ce qui est une belle chose que les stagiaires souhaitent rester. Oui. En règle générale, c'est quand même une belle récompense. Je reviens quand même sur un dernier point qu'on avait vu au tout début par rapport à ce qui s'est passé et votre envie derrière
d'ouvrir votre cabinet. Et pour être transparent, on a vu des choses qui se passaient sur certains cabinets, passer sur les réseaux sociaux, etc. Et on trouve que, bien entendu, c'est n'importe quoi. Et les cabinets qui ont ces comportements et qui maltraitent leurs collaboratrices se mettent une balle dans le pied pour les prochains recrutements et perdent la moitié des talents qui voudraient les rejoindre. Est-ce que dans votre cabinet, vous avez une vision de ça ? Est-ce que toi, tu as un message à faire passer par rapport à ça ? Alors écoute, non, moi j'en ai parlé sur LinkedIn parce que j'avais envie de dire que le bilan de tout ça, c'est que 6 ans après la création de Victoire, dont l'origine était quand même bien triste, parce que ça faisait suite, tu vois, à ces ruptures consécutives de contrats de collaboration que j'avais pu vivre et liées à mes grossesses. Donc c'était pas un événement très joyeux, mais 6 ans plus tard, en réalité, le message que je voulais faire passer, c'est que ça avait été finalement quelque chose de bien triste qui avait débouché sur une opportunité incroyable et une très belle aventure. Voilà. Donc en fait, parfois, c'est un champ de ruines et tu te retrouves à te dire, mais finalement, quelle chance incroyable. Et je pense que j'aurais probablement manqué de courage, en fait. Tu vois, si j'y avais pas été contrainte, je sais pas si j'aurais créé mon cabinet pour ne rien te cacher. Okay. Voilà. Je l'ai fait parce que j'étais dos au mur et que j'avais pas 40 solutions et que je me suis dit, écoute, je vais explorer cette voie et on verra bien. Et en réalité, quel bonheur et quelle superbe opportunité. Voilà. Maintenant, c'est vrai que suite à la diffusion de ce post, et ça, j'ai été contactée par un nombre incroyable de femmes qui se sont identifiées et reconnues dans ce que je décris. Et ça montre que 6 ans plus tard, on en est encore au même point. C'était des femmes qui étaient avocates. Et c'est tellement triste. Chez Victoire, une grossesse est un heureux événement. Et en fait... ça devrait être logique. Voilà, ça l'est pas malheureusement, encore 6 ans plus tard. Merci Marie-Laure. Je pense qu'on a fait le tour. Est-ce que toi, tu as un dernier message à faire passer à tes collaborateurs, à des personnes qui voudraient vous rejoindre ? Je te laisse la parole. Ah oui, alors dans les prochains projets de Victoire dont on n'a pas parlé, on est en train de déménager, de chercher de nouveaux locaux plus grands que ceux qu'on occupe et qu'on va... Eh bien, écoute, voilà, si dans ton audience, on a des gens qui cherchent à céder des locaux, on cherche, tu vois, on n'est pas, voilà, ça va être 8, 9 ou 17, sans trop de surprise. Mais je te parle de ça parce que, en fait, ça va nous permettre aussi d'avoir plus de place, d'essayer de trouver des spécialités dont on pourrait se rapprocher. Donc, avis aux fiscalistes ou aux confrères qui exercent en propriété intellectuelle, comme on a fait avec Julien dernièrement, son intégration s'est tellement bien passée qu'en fait, les pistes de croissance de Victoire, dans les pistes de croissance de Victoire, il y a la possibilité de se rapprocher d'autres confrères dans d'autres spécialités. Génial. Voilà. Et merci Marie-Laure. Merci à toi, Louis. À bientôt. À bientôt. C'est terminé. Merci pour votre écoute. N'hésitez pas à aller lire nos contenus business que vous retrouverez en description de l'épisode. Un grand merci à Maître Marie-Laure Méolance pour cet échange. Vous retrouverez également un lien vers son site internet et son podcast Droit Devant en description. À bientôt.